Votre ami a chuchoté frénétiquement dans le combiné, la voix pleine d'une panique absolue. Tes parents sont ici avec une femme qui te ressemble exactement. Cet appel alarmant a brisé mon après-midi tranquille. Seulement quelques mois après qu'une collision de véhicule dévastatrice eut emporté mon mari. Je m'appelle Alicia. Une veuve de 30 ans qui a passé des années à gérer la logistique d'entreprise aux côtés de mon défunt mari Silas, avant que sa mort soudaine ne me laisse naviguer seul dans le monde. J'ai immédiatement écarté cette affirmation ridicule en expliquant que ma famille passait actuellement des vacances à Hawaï. Mon ami a baissé encore la voix pour confirmer que le groupe se tenait directement au guichet des cadres, présentant mes documents d'identité personnelle. Ils exigeaient un accès immédiat pour liquider le fonds fiduciaire de 20 millions de dollars que Silas avait soigneusement constitué pour ma protection future. Ma confusion initiale s'est dissipée lorsque j'ai réalisé que l'imposteur qui reproduisait parfaitement mon apparence ne pouvait être que ma propre sœur jumelle. Le chagrin paralysant que je portais depuis des mois a été instantanément remplacé par le calcul froid que j'avais affûté durant mes années de négociation de contrats d'entreprise. J'ai ordonné au directeur de rester parfaitement calme tout en mettant en place une transaction fantôme contrôlée qui piégerait leur signature numérique sans libérer le moindre capital réel. Avant que je ne révèle exactement ce que j'ai vu en arrivant à cette succursale bancaire, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi d'où vous m'écoutez. Car je me demande constamment comment vous réagiriez si votre propre chair complotait pour vous voler toute votre vie. J'ai raccroché sans attendre d'autres réponses. J'ai saisi les clés de ma voiture sur la table en acajou. Puis je me suis précipité hors de la porte d'entrée en direction du centre-ville. La circulation était complètement bloquée le long de Broadway Avenue pendant l'heure de pointe de l'après-midi. Ce qui m'a forcé à passer 20 minutes à emprunter des rues latérales avant de stationner mon véhicule dans la ruelle derrière la première succursale de Caroline. Véronica est la directrice principale de la succursale qui verrouillait toujours à double tour les tiroirs de son bureau avant de se lever, m'a fait entrer discrètement par l'entrée du personnel. Elle m'a guidé le long d'un couloir moquetté jusqu'à une salle d'observation faiblement éclairée, équipée d'un miroir d'observation donnant sur les bureaux du service exécutif. Je me suis approché de la vitre pour observer la mise en scène méticuleusement préparée qui se déroulait à seulement 15 pieds de moi. Miranda était confortablement installée dans un fauteuil en cuir pour invité, portant mon trench coat beige préféré, et projetait une confiance absolue face au personnel bancaire. Walter et Janice, les parents qui nous avaient élevés toutes les deux dans cette même ville, la flanquaient de chaque côté comme des gardes du corps dévoués protégeant une veuve fragile. Miranda copiait exactement ma posture en croisant la cheville gauche sur le genou droit tout en ajustant périodiquement le col du manteau emprunté. Elle tenait un stylo plume en platine prêt à signer la pile épaisse de formulaires d'autorisation posée sur le bureau en acajou. Au lieu de faire irruption pour interrompre le retrait frauduleux, j'ai demandé à Véronica d'exécuter la transaction fantôme dont nous avions parlé auparavant. La directrice a tapé plusieurs commandes rapides sur sa tablette sécurisée afin d'isoler les comptes fiduciaires principaux du grand livre public. Miranda a appuyé le stylo sur le papier pour reproduire ma signature personnelle avec une précision exercée. L'écran du terminal face au bureau exécutif a affiché un avis de confirmation vert vif, indiquant que le transfert semblait parfaitement réussi. Walter a expiré un long soupir de soulagement tandis que Janice tapotait l'épaule de Miranda avec une fierté maternelle authentique. Ils ont rassemblé leurs documents d'identité falsifiés et se sont dirigés vers la sortie du hall, persuadés d'avoir enfin assuré leur indépendance financière. Je suis rentré dans ma maison vide 1 heure plus tard pour attendre leur prochaine manœuvre. Inévitable. Mon téléphone portable s'est illuminé sur la table basse en verre, affichant un appel entrant directement de Miranda. J'ai accepté la communication en maintenant un rythme respiratoire parfaitement régulier pour masquer toute adrénaline restante. Elle m'a demandé comment je me sentais aujourd'hui, adoptant un ton dégoulinant d'une préoccupation fraternelle fabriquée. Cette question anodine était une sonde calculée destinée à déterminer si la banque m'avait contacté.
Au sujet du retrait massif de capitaux. J'ai répondu que le médicament prescrit me rendait somnolente. Ajoutant que j'avais passé tout l'après-midi à dormir à l'étage. Sa voix s'est immédiatement éclaircie en entendant que je restais complètement inconsciente du monde extérieur. Elle a suggéré de passer à la maison plus tard dans la soirée avec nos parents pour m'apporter des provisions fraîches. J'ai accepté sans hésitation avant de raccrocher pour préparer l'environnement à leur arrivée. Le bruit familier des pneus écrasant le gravier de l'allée m'a alerté de leur présence juste après. Le coucher du soleil. Walter a garé sa berline de luxe près des marches d'entrée avant de récupérer plusieurs sacs à dos colorés dans le coffre. Janice est entrée la première dans le vestibule. Les bras tendus pour me serrer dans une étreinte serrée dépourvue de toute chaleur réelle. Ils se sont mis à décrire le beau temps tropical dont ils avaient supposément joui pendant leurs vacances hawaïennes des 2 semaines précédentes. Miranda se tenait près de la porte, acquiesçant à leurs histoires de voyage inventées tout en évitant mon regard. J'ai proposé de prendre le grand sac à main en cuir de ma mère pour le poser sur le porte-manteau en bois près de l'escalier. Un ticket de restaurant d'aéroport froissé est tombé de la poche latérale non fermée sur le plancher en bois. Je me suis baissé pour ramasser le bout de papier et j'ai remarqué l'étiquette de destination jaune vif encore attachée au poignet du sac. Les dates d'embarquement imprimées confirmaient que Walter et Janice avaient effectivement pris le vol de retour depuis Honolulu tôt ce matin-là. Miranda ne portait aucune étiquette de bagage parce qu'elle n'avait jamais quitté Nashville, préférant rester pour coordonner l'usurpation financière. J'ai rendu le ticket à Janice sans changer d'expression ni souligner l'évidente incongruité géographique. Janice a rapidement rangé le papier froissé tout en me guidant vers le canapé du salon. Elle s'est assise à côté de moi et a commencé à caresser mes cheveux d'un rythme doux qui semblait entièrement répété pour cette occasion précise. Elle s'est penchée pour suggérer que rester isolé dans cette maison était malsain pour mon état mental. Ma mère a insisté pour que je rejoigne la famille pour un dîner tranquille le dimanche chez Miranda, afin de changer de décor. J'ai hoché lentement la tête pour accepter l'invitation et leur laisser croire que leur supercherie restait intacte. Le samedi matin, je me suis retrouvé assise face à Clayton Miller dans son cabinet d'avocat du centre-ville, glissant soigneusement un micro-dispositif de surveillance magnétique dans la poche latérale de mon sac à main en cuir. Clayton était un spécialiste des enquêtes privées et un ancien litigeur d'entreprise qui avait bâti toute sa carrière en démantelant des schémas de fraude financière sophistiqués avec une précision absolue. Il a passé 20 minutes à tester la plage de fréquences audio de l'émetteur pour s'assurer que chaque mot prononcé serait enregistré clairement sur son serveur crypté. Nous avons passé en revue les paramètres juridiques exacts nécessaires pour annuler toute signature contrainte avant que je ne quitte son immeuble pour me préparer à la représentation à venir chez ma sœur jumelle. L'atmosphère dans la salle à manger de Miranda ce dimanche soir était étouffante malgré le traiteur coûteux et la musique classique qui jouait doucement dans les coins. Walter et Janice ont lancé leur campagne de manipulation psychologique avant même que nous ayons terminé le premier plat, en tentant délibérément de distordre ma perception des événements récents. Ma mère s'est penchée par-dessus la table en acajou poli pour me demander si je me souvenais de la longue conversation que nous avions supposément eue plus tôt ce matin-là au sujet de mes prochains rendez-vous médicaux. Je n'avais reçu aucun appel d'elle ce matin-là. Mais je comprenais parfaitement que contester son histoire fabriquée ruinait le personnage d'impuissante qu'ils attendaient de voir. J'ai légèrement écarquillé les yeux tout en balbutiant de vagues excuses pour avoir perdu la notion du temps à cause des lourds médicaments de deuil. Walter a immédiatement capitalisé sur ma confusion feinte en exprimant bruyamment sa profonde inquiétude quant aux effets cognitifs persistants de la grave commotion cérébrale que j'avais subie lors de la collision tragique. Il a secoué la tête avec sympathie en rappelant à tous les présents que les traumatismes crâniens provoquaient souvent une dégradation sévère de la mémoire et une altération des capacités de décision au fil du temps. Il a même inventé un autre épisode en affirmant que j'avais laissé ma porte d'entrée complètement
Ouverte la veille au soir lorsqu'il était passé près de mon quartier pour vérifier le périmètre. Miranda a joué son rôle à la perfection en posant sa main sur la mienne tout en adoptant une expression faciale remplie d'une pitié exagérée qui me retournait l'estomac. La conversation a inévitablement dérivé vers l'héritage massif lorsque Walter s'est penché pour récupérer une épaisse mallette en cuir posée à côté de sa chaise. Il en a extrait une pile dense de documents juridiques et les a placés sur la table à côté de mon assiette avant d'expliquer que les institutions financières causaient des retards inattendus concernant le transfert de la succession. Mon père a affirmé que la banque exigeait une quantité excessive de vérifications supplémentaires, parce que la gestion d'un tel portefeuille était simplement trop complexe pour une veuve en deuil. Il a présenté les papiers comme un accord de tutelle temporaire conçu exclusivement pour lui permettre de contourner les obstacles bureaucratiques en mon nom. Walter a promis que leur conférer la tutelle légale sur mes biens soulagerait mon immense stress, afin que je puisse me concentrer entièrement sur ma guérison du traumatisme psychologique. Il a délibérément omis le fait que signer le document lui donnerait le contrôle total sur mes biens immobiliers ainsi que sur chaque compte bancaire détenant les fonds fiduciaires. Ils avaient désespérément besoin de cette voie légale alternative parce que la transaction fantôme contrôlée que j'avais mise en place le vendredi avait réussi à geler leur tentative initiale de vol direct. J'ai fixé la ligne de signature sur la pétition de tutelle tout en ordonnant à mes mains de trembler violemment au point de faire cliqueter l'argenterie près de mon assiette. J'ai forcé ma respiration à devenir courte et irrégulière pour imiter parfaitement les symptômes physiques d'une femme en proie à une grave crise de panique sous une pression écrasante. J'ai regardé Miranda avec des yeux emplis de larmes pour projeter l'image d'une sœur brisée, implorant des conseils, tandis qu'elle offrait un hochement de tête rassurant pour encourager mon acquiescement. Janice a saisi un lourd stylo d'argent sur la table et m'a pressé de simplement signer le bas de la page pour que la famille puisse enfin me protéger du monde cruel extérieur. J'ai balbutié de façon incohérente que j'avais le vertige tout en reculant ma chaise de la table, d'un mouvement maladroit qui paraissait complètement accidentel aux observateurs. Ma main droite s'est étendue de façon instable sur la nappe comme si je cherchais désespérément une surface solide pour soutenir mon équilibre défaillant. J'ai tendu l'index juste assez pour frapper avec force la tige fine du verre de vin rouge plein, placé dangereusement près du bord de la table. Mon poignet s'est incliné sur le côté pour projeter tout le volume de liquide rouge foncé directement sur le chemisier en soie coûteux que portait ma mère. La salle à manger a éclaté dans un chaos immédiat avant même que le fragile gobelet de cristal ne touche le plancher en bois pour se briser en dizaines de morceaux tranchants dispersés sur le tapis. Janice a poussé un cri aigu tout en tamponnant frénétiquement la tache cramoisie qui s'étendait sur ses vêtements de designer, sans se soucier du verre brisé à proximité. Walter a repoussé sa lourde chaise en bois avec assez de force pour gratter les planchers polis tout en exigeant bruyamment que quelqu'un apporte immédiatement de l'eau gazeuse. Miranda s'est précipitée vers la cuisine adjacente pour saisir une poignée d'essuie tout en criant des instructions au milieu de la confusion croissante qui résonnait dans la grande maison. J'ai mis à profit la distraction précise que j'avais provoquée en reculant de la table tout en balbutiant des excuses incohérentes sur mes mains maladroites incapables de saisir le pied du verre. J'ai pressé mes paumes contre mes joues pour projeter une terreur absolue face à mes défaillances cognitives croissantes avant de m'excuser pour aller chercher des chiffons humides dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Au lieu de me diriger vers la salle de bain des invités au bout du couloir, j'ai modifié silencieusement mon trajet vers la porte en acajou fermée menant au bureau privé de ma sœur jumelle. J'ai tourné la poignée en laiton sans faire de bruit avant de me glisser dans la pièce obscure et de fermer fermement la porte derrière moi. Le personnage de la veuve effrayée s'est instantanément évaporé tandis que ma respiration ralentissait en un rythme régulier adapté à l'extraction de renseignements vitaux dans un environnement hostile sans éveiller le moindre soupçon. Je me suis approché du bureau minimaliste en verre près de la fenêtre pour ouvrir le tiroir principal contenant ses dossiers de correspondance physique et ses documents commerciaux sensibles. Le compartiment ne contenait aucune preuve de reçu de pot de vin maladroit ni de registre criminels évidents que des conspirateurs amateurs auraient pu stupidement laisser derrière eux.
J'ai trouvé exactement ce à quoi je m'attendais en feuilletant soigneusement la pile épaisse de chemise Manila remplie d'avis de saisie immobilière définitifs et de lettres de recouvrement agressives. Les documents alarmants révélaient un effondrement financier catastrophique comprenant plusieurs relevés de prêts d'entreprises en retard totalisant des millions de dollars. Garantis personnellement par Miranda. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche pour photographier en haute résolution chaque lettre exigeante afin d'établir définitivement le mobile financier désespéré qui motivait son plan d'usurpation d'identité. Mes jointures ont accidentellement frôlé la souris optique sans fil posée à côté d'une pile de courrier non ouvert sur la surface lisse en verre tandis que j'organisais les papiers. L'écran de l'ordinateur portable endormi a immédiatement illuminé l'espace du bureau pour révéler un client de messagerie actif laissé ouvert pendant la préparation du dîner. Un brouillon de message adressé directement à Walter occupait le centre de l'écran, contenant un document numérique hautement sensible joint pour son examen final avant soumission. Je me suis penché pour examiner la pièce jointe qui affichait une évaluation neurologique complète, portant mon nom légal exact ainsi qu'une signature forgée appartenant à un psychiatre privé. Discrédité. Le rapport médical frauduleux détaillait un déclin cognitif sévère à la suite d'une collision de véhicule traumatique afin de me déclarer légalement incapable de façon permanente sans aucune observation clinique réelle ni test physique. Il prévoyait de soumettre cette preuve fabriquée au système judiciaire local pour justifier l'octroi à Walter d'un contrôle absolu sur l'ensemble de mon patrimoine. J'ai de nouveau levé l'objectif de mon appareil photo pour photographier soigneusement l'écran illuminé en capturant les adresses électroniques, les eurodatages numériques et les conclusions médicales fabriquées destinées à effacer mon indépendance. La collection de preuves numériques fournissait exactement le levier nécessaire pour démanteler leur pétition de tutelle avant qu'ils ne puissent la présenter devant un juge lors d'une audience formelle. J'ai plongé la main dans la poche latérale de mon sac à main en cuir pour récupérer le dispositif de surveillance magnétique que Clayton m'avait fourni plus tôt ce matin-là lors de notre consultation juridique stratégique. Je me suis accroupi sous le lourd fauteuil de bureau en cuir pour presser fermement le minuscule émetteur métallique contre le cadre en acier de la base où il restait complètement dissimulé à la vue. J'ai lissé mes vêtements tout en vérifiant 2 fois l'arrangement du bureau pour m'assurer que chaque chemise de dossier se trouvait exactement à l'endroit où je l'avais découverte afin d'éviter toute découverte accidentelle. J'ai tourné lentement la poignée en laiton pour sortir du bureau privé et regagner le couloir principal faiblement éclairé tout en maintenant mon rythme respiratoire composé. J'ai refermé la porte en bois massif jusqu'à ce que le loquet métallique s'enclenche solidement dans le cadre. Juste au moment où le son aigu du talon de designer de Miranda a frappé la première marche du bas de l'escalier. À 9h le lundi matin. Clayton a tapé un mot de passe alphanumérique complexe sur le clavier de son ordinateur portable pour ouvrir le fichier audio crypté qui venait de se synchroniser parfaitement depuis le serveur cloud. Nous étions assis en silence l'un en face de l'autre dans son bureau calme du centre-ville, écoutant attentivement tandis que le logiciel de chronologie numérique capturait la conversation exacte dans laquelle ma famille s'était engagée quelques instants après mon départ tactique de la salle à manger. La lecture audio a commencé par le son distinct d'un verre lourd posé sur une surface en bois, suivi d'un soupir profondément frustré échappant aux lèvres de mon père. Walter a immédiatement commencé à se plaindre amèrement des obstacles juridiques imprévus qui retardaient leur accès immédiat aux comptes principaux massifs de la succession. Il a marmonné agressivement que l'administrateur obstiné de la fiducie refusait toujours d'autoriser les formulaires de décaissement finaux malgré leur pression quotidienne persistante à la succursale bancaire locale. Miranda a répondu à sa frustration croissante d'un ton complètement détaché, dépourvu de toute trace de la fausse empathie qu'elle projetait continuellement pendant que je me trouvais dans la pièce. Elle lui a calmement ordonné d'arrêter de s'inquiéter des retards bancaires temporaires parce que la phase finale de leur stratégie alternative s'activerait parfaitement dans les 48 heures. Ma sœur jumelle a déclaré avec confiance qu'une fois que le médecin sélectionné aurait soumis
L'évaluation neurologique finalisée directement au juge de comté le mercredi matin. L'institution financière n'aurait absolument aucun motif légal pour refuser leur pétition de tutelle. Janice s'est immédiatement jointe à la discussion stratégique pour confirmer sa contribution financière spécifique à la conspiration croissante. Tandis que le tintement des assiettes résonnait clairement en arrière-plan. Ma mère a mentionné nonchalamment qu'elle avait déjà effectué le virement électronique couvrant les 50 000 $ d'honoraires de consultation exigés par le professionnel médical. Aucun de mes parents traîtres n'a explicitement utilisé de mots dangereux comme corruption, faux ou fraude pendant toute leur discussion stratégique de 15 minutes concernant mon avenir. Désigné. Ils ont parlé entièrement dans le langage corporatif assaini des frais administratifs et des évaluations médicales afin de se protéger d'une éventuelle exposition juridique si quelqu'un entendait leur plan. Cependant, l'implication sinistre de leur effort coordonné pour effacer légalement mon indépendance à des fins de gains financiers personnels était complètement indéniable pour quiconque écoutait la lecture. Clayton a interrompu l'enregistrement audio en appuyant sur la barre d'espace de son clavier avant de tourner légèrement son moniteur d'ordinateur pour le faire face à ma direction de l'autre côté du bureau en bois poli. Il a soigneusement expliqué que, bien que la conversation capturée prouve leur intention malveillante au-delà de tout doute raisonnable, un enregistrement audio clandestin autonome satisfaisait rarement les normes de preuve rigoureuses exigées par les enquêteurs financiers fédéraux. Ils devaient construire un récit juridique structurellement imprenable pour les autorités en reliant systématiquement leurs aveux verbaux à la documentation physique de leurs crimes en cours. Le litigeur expérimenté a commencé à assembler les divers éléments de notre contre-offensive en organisant les photographies haute résolution que j'avais obtenues dans le bureau à domicile pendant le dîner. Il alliait les avis de saisie immobilière désespérés de Miranda à l'urgence soudaine qui poussait Walter à s'emparer du portefeuille fiduciaire massif avant la fin du trimestre fiscal en cours. La faillite imminente fournissait exactement le mobile financier nécessaire pour expliquer pourquoi une famille soi-disant aimante tenterait soudainement de déclarer une veuve riche et en deuil. Mentalement incompétente. Clayton a ensuite récupéré une clé USB cryptée sécurisée fournie directement par Veronica, contenant les images de surveillance horodatées capturant ma sœur jumelle assise au bureau de la succursale exécutive en tentant de liquider l'héritage. Il a combiné la preuve visuelle claire avec une copie numérique du bordereau de retrait frauduleux, portant la signature méticuleusement copiée qu'elle avait exécutée le vendredi après-midi. La preuve visuelle indéniable de vol d'identité corroborait parfaitement le désespoir financier extrême décrit dans les lettres de recouvrement ainsi que la conspiration médicale détaillée dans l'enregistrement audio. Le volume considérable de preuves convergentes a transformé leur manipulation psychologique arrogante en un crime fédéral méticuleusement documenté. Il a cartographié la séquence chronologique précise démontrant comment le vol bancaire échoué avait instantanément déclenché le plan de secours impliquant le psychiatre local corrompu et la demande de tutelle. Clayton a refermé le couvercle de l'ordinateur portable d'un clic définitif avant de rassembler les documents de preuve imprimés ainsi que les dispositifs de stockage numérique dispersés sur son espace de travail. Il a placé le portefeuille complet de preuves juridiques irréfutables soigneusement dans sa mallette en cuir usagé pour initier formellement le processus d'encerclement judiciaire contre mes parents, sans leur donner aucune opportunité de s'échapper. Les couloirs de la chancerie cour du comté de Davison étaient nettement plus calmes que d'habitude. En ce début d'après-midi de mardi, Clayton s'est dirigé résolument vers le guichet du greffier en tenant une enveloppe manila scellée, contenant notre pétition formelle de rejet de la tutelle pour lancer notre contre-offensive juridique. Il a présenté la pile lourde de documents contenant une évaluation médicale indépendante complète, que j'avais effectuée confidentiellement avec un neurologue réputé et certifié plus tôt ce matin-là. L'évaluation clinique authentique prouvait définitivement que mes fonctions cognitives restaient parfaitement intactes tout en démantelant systématiquement les conclusions frauduleuses précédemment achetées par mes parents. Le greffier a tamponné le dépôt d'urgence pour s'assurer que le juge président reçoive la
Documentation directement dans ses chambres afin d'examiner les divergences flagrantes entre le rapport psychiatrique fabriqué soumis par ma famille et mes résultats cliniques vérifiables. Clayton a simultanément dépêché un associé de confiance de l'autre côté de la ville pour livrer le classeur de preuves secondaires directement au quartier général de l'unité des crimes financiers, situé près du centre municipal. Les enquêteurs financiers spécialisés ont reçu le dossier complet comportant les images de surveillance bancaire ainsi que le bordereau de retrait forgé établissant la preuve indéniable du vol d'identité commis par ma sœur jumelle. Mon avocat a veillé à ce que les autorités possèdent chaque composant nécessaire pour obtenir immédiatement des mandats d'arrêt pour crime avant même que Walter ou Janice ne réalisent que leur campagne de manipulation psychologique avait catastrophiquement échoué. Le piège juridique invisible était maintenant solidement refermé autour de toute leur conspiration, sans nécessité de confrontation prématurée qui aurait pu leur permettre de détruire des dossiers financiers sensibles. La solitude tranquille de mon salon a été brisée plus tard ce soir-là lorsque mon appareil mobile a vibré sur la table basse en verre, affichant un appel entrant de Miranda. J'ai appuyé sur le bouton d'acceptation, m'attendant à une autre performance d'empathie fraternelle fabriquée destinée à surveiller ma prétendue détérioration psychologique avant leur victoire judiciaire planifiée. La douceur fabriquée que ma sœur jumelle avait auparavant instrumentalisée pendant le dîner du dimanche avait complètement disparu de sa voix pour révéler un courant sous-jacent de désespoir. Agressif. Miranda a parlé d'un ton sèchement autoritaire, m'ordonnant de me rendre à son siège social d'entreprise dès le lendemain matin pour résoudre une question administrative urgente concernant l'héritage. Elle a faussement affirmé que l'administrateur principal de la fiducie exigeait ma signature physique en personne pour vérifier plusieurs portefeuilles d'actifs complexes avant que l'institution financière ne traite le transfert de succession en attente. Son exigence soudaine abandonnait l'illusion soignée d'une famille en deuil cherchant simplement à protéger une veuve traumatisée au profit d'une coercition directe pour accéder aux capitaux. J'ai compris immédiatement que ma sœur orchestrait son dernier piège parce que les dirigeants bancaires refusaient de libérer les fonds demandés en utilisant uniquement leur angle de tutelle frauduleux. Ils avaient l'intention de m'acculer physiquement à l'intérieur de son immeuble de bureau privé, loin de tout témoin public, pour forcer ma signature sur des autorisations de transfert irrévocables sous une contrainte sévère. J'ai répondu d'un ton parfaitement docile, confirmant ma présence dans son établissement d'entreprise le lendemain matin pour finaliser les formalités nécessaires avant de délibérément couper la connexion cellulaire sans attendre ses adieux. J'ai reposé l'appareil mobile sur la table avant de monter lentement à l'étage vers la chambre principale pour me préparer à la confrontation inévitable qui m'attendait au lever du soleil. J'ai ouvert les lourdes portes en bois de mon dressing pour examiner la vaste collection de vêtements suspendus le long des cintres illuminés qui s'étendaient sur tout le mur arrière. Mes mains ont repoussé avec force les pulls gris sombres et les vêtements amples et ternes que Walter préférait spécifiquement me voir porter pour renforcer visuellement ma prétendue fragilité mentale. J'ai délibérément ignoré les couleurs atténuées que j'avais précédemment utilisées pour projeter avec succès l'image d'une veuve brisée errant sans but dans le brouillard aveuglant d'un chagrin écrasant. J'ai tendu la main vers l'extrémité éloignée de la garde-robe pour extraire un costume noir sur mesure au tranchant de rasoir que Silas complimentait constamment lorsque nous assistions ensemble à d'intenses négociations d'entreprise par le passé. Le vêtement structuré représentait l'acuité commerciale intransigeante que j'avais affûtée pendant des années de gestion de logistique complexe aux côtés de mon défunt mari avant que la collision tragique ne transforme fondamentalement mon existence quotidienne. J'ai retiré soigneusement le tissu sombre du cintre en bois avant de l'étendre méticuleusement au pied du matelas pour préparer le départ du matin. J'ai passé le reste de la soirée à revoir la séquence précise des événements prévus dans la salle de conférence de Miranda tout en attendant patiemment que l'aube se lève sur le horizon de la ville. Le vaste complexe d'entreprises appartenant à Miranda, situé dans les banlieues de Nashville, présentait d'imposants panneaux de verre extérieur reflétant la lumière matinale remarquablement froide de ce mercredi.
J'ai remarqué à quel point l'environnement corporatif luxueux qu'elle louait avec des capitaux empruntés correspondait parfaitement à l'illusion superficielle de succès qu'elle tentait désespérément de maintenir malgré la ruine financière complète qui la guettait. Je suis entré par les portes automatiques coulissantes en portant le costume noir structuré sur mesure tout en tenant un mince porte-document en cuir contenant les contre-mesures juridiques finalisées que Clayton avait obtenues la veille. J'ai contourné le bureau de réception vacant avant de me diriger directement vers la salle de conférence exécutive située à l'extrémité du couloir administratif principal. Walter, Janice et ma sœur jumelle occupaient déjà les fauteuils en cuir premium positionnés stratégiquement autour de la table centrale en acajou, attendant mon arrivée prévue. La performance théâtrale soigneusement construite représentant une famille profondément concernée. Tentant de protéger une veuve traumatisée s'est évaporée au moment exact où la lourde porte en bois s'est refermée solidement derrière mon dos. Ma mère a délibérément évité d'offrir l'une de ses étreintes physiques fabriquées tandis que Miranda me fixait droit dans les yeux, présentant une expression durcie complètement dépourvue de toute affection fraternelle restante. Walter a contourné toutes les civilités matinales traditionnelles en faisant immédiatement glisser un document dense d'autorisation de transfert d'actifs de plusieurs pages sur la surface polie, jusqu'à ce que la ligne de signature repose directement sous mes mains. Il a produit un stylo plume coûteux de la poche de sa poitrine et a placé l'instrument d'écriture de façon délibérée sur l'accord de transfert pour intensifier les tactiques d'intimidation silencieuse qu'il avait perfectionnées pendant des décennies. Il m'a rappelé que la banque avait actuellement gelé toutes les transactions en attente, faisant de cette autorisation particulière le seul et unique mécanisme capable de libérer les fonds de l'héritage sur leur compte de gestion désigné. Il s'est penché en avant, posant lourdement les deux coudes sur la table avant d'affirmer avec confiance que leur pétition de tutelle soumise allait presque certainement recevoir une approbation absolue du juge de comté. Il a poursuivi son assaut verbal calculé en affirmant que leur avocat retenu les avait assurés que la décision judiciaire à venir n'était qu'une formalité administrative, dépourvue de tout obstacle procédural réel nécessitant ma présence. Walter a baissé significativement le ton de sa voix pour délivrer son ultimatum psychologique ultime, en révélant qu'une équipe d'évaluation de santé mentale contractée en privé attendait patiemment dans la suite de bureaux secondaires adjacentes. Il a expliqué précisément comment ces professionnels médicaux embauchés étaient complètement prêts à initier un placement psychiatrique involontaire, autorisant un transport immédiat en ambulance vers un établissement comportemental sécurisé si je refusais d'exécuter volontairement les documents de transfert financier immédiatement. J'ai maintenu un contact visuel parfait et ininterrompu avec mon père tout en laissant un sourire véritablement froid se former sur mon visage pour la première fois depuis que la collision de véhicule dévastatrice avait fondamentalement altéré mon existence. J'ai lentement récupéré mon appareil cellulaire de la poche de mon costume avant de placer délibérément le boîtier métallique au centre de la table de conférence pour que les haut-parleurs internes soient tournés vers eux. Mon pouce a fermement appuyé sur l'icône de lecture numérique pour projeter l'enregistrement audio de surveillance parfaitement clair présentant leur discussion stratégique impitoyable concernant l'évaluation médicale fabriquée ainsi que les $50 000 d'honoraires de consultation. L'enregistrement non modifié a continué de jouer bruyamment pour exposer Miranda se plaignant amèrement des dettes d'entreprise urgentes menaçant sa liberté avant d'exiger que Walter finalise l'extraction des actifs avant le week-end. Walter a rapidement perdu la couleur confiante de ses joues tandis que sa propre voix enregistrée résonnait bruyamment contre les murs de verre du bureau, détaillant sa méthodologie précise pour s'emparer du contrôle du fonds fiduciaire principal massif. Janice s'est couvert la bouche des deux mains tremblantes en écoutant sa propre voix enregistrée confirmer nonchalamment le virement électronique illicite qu'elle avait effectué pour rémunérer le psychiatre local corrompu. Miranda a serré les accoudoirs de sa chaise assez fort pour que ses jointures deviennent entièrement blanches tout en assimilant la réalisation catastrophique que j'avais secrètement orchestrée ma propre opération de surveillance directement dans son espace de travail privé à domicile. Sa mâchoire s'est crispée tandis que ses yeux se déplaçaient frénétiquement autour de la pièce d'en
Une tentative de formuler un plan d'urgence pour sauver les millions de dollars dont elle avait désespérément besoin pour empêcher sa faillite imminente. J'ai simultanément extrait les documents juridiques officiellement tamponnés de mon porte-documents en cuir avant de laisser tomber l'avis définitif de rejet de la tutelle directement sur la ligne 2. Signature de son accord de transfert frauduleux. Le mandat judiciaire irréfutable a complètement neutralisé leur levier psychologique en validant légalement mon indépendance cognitive absolue tout en exposant leur tromperie psychiatrique. Coordonné directement aux plus hautes autorités juridiques de l'État. Je suis resté complètement silencieuse en regardant leurs esprits désespérés lutter pour comprendre comment la veuve vulnérable et en deuil qu'ils avaient systématiquement ciblée avait réussi à construire un piège juridique inescapable autour de toute leur conspiration. Mon silence stratégique les a forcés à rester assis impuissants dans l'atmosphère étouffante tandis que la réalité indéniable de leur exposition criminelle démantelait lentement l'arrogante confiance qu'ils avaient apportée dans le bâtiment. L'arrogance écrasante qui avait auparavant durci les expressions faciales des trois parents traîtres s'est instantanément brisée en une terreur glaciale absolue au moment exact où la poignée de porte en laiton de la salle de conférence a tourné avec force depuis le couloir extérieur. Clayton a franchi avec confiance le seuil de la salle de conférence exécutive en maintenant son attitude professionnelle composée tandis que deux enquêteurs spécialisés en crimes financiers le suivaient de près, accompagné de 4 policiers en uniforme. L'enquêteur principal a immédiatement levé une épaisse pile de documents judiciaires officiels tout en projetant sa voix autoritaire à travers la salle de conférence paralysée pour lire officiellement les mandats d'arrêt pour crimes à multiples chefs d'accusation. Les accusations criminelles complètes comprenaient explicitement le vol d'identité coordonné ainsi que la fraude financière généralisée et la falsification délibérée de dossiers médicaux sensibles, conçus spécifiquement pour manipuler le système judiciaire. La réalité écrasante de leur échec catastrophique a instantanément brisé la façade familiale unifiée qu'ils avaient soigneusement maintenue tout au long de leur conspiration criminelle contre mon indépendance. Janice s'est effondrée lourdement à genoux sur la moquette d'entreprise tout en tendant désespérément ses mains tremblantes vers mes jambes en sanglotant de façon incontrôlable au sujet des liens indéfectibles de l'amour maternel. Ma mère a supplié sans relâche pour de la miséricorde tout en inventant de pathétiques excuses selon lesquelles elle n'avait participé au schéma psychiatrique frauduleux que parce que mon père l'avait pratiquement forcé à se conformer. Walter a immédiatement démontré sa véritable nature lâche en pointant violemment son index directement vers ma sœur jumelle tout en niant bruyamment toute responsabilité personnelle dans l'élaboration de la tromperie financière. Il a frénétiquement déclaré aux agents procédant à l'arrestation que Miranda avait orchestré toute l'opération de vol d'identité parce que ces entités d'entreprise étaient confrontées à une faillite imminente tandis qu'il tentait seulement de protéger les actifs familiaux des créanciers extérieurs. Miranda a réagi à sa trahison immédiate en criant des obscénités vicieuses à notre père tout en se débattant violemment contre les agents en uniforme qui tentaient de lui attacher de force les poignets derrière le dos. La salle de conférence professionnelle s'est rapidement transformée en un spectacle chaotique où 3 parents traîtres s'entre-détruisaient avidement dans une tentative désespérée d'éviter les peines de prison fédérale à venir. J'ai regardé de haut le spectacle pathétique qui se déroulait sur le sol coûteux sans ressentir la moindre once de chagrin ou de regret concernant la destruction imminente de leur vie confortable. Janice a tendu une fois de plus la main en suppliant bruyamment de me souvenir des décennies que nous avions passées ensemble en famille avant que je ne fasse un pas délibéré en arrière pour me soustraire complètement à son emprise physique. J'ai regardé directement dans ses yeux emplis de larmes avant de déclarer avec une clarté glaciale absolue qu'ils avaient volontairement tranché notre lien biologique au moment exact où ils avaient instrumentalisé la mort tragique de mon mari pour creuser une tombe financière pour moi. J'ai informé Walter que son avidité obsessionnelle lui avait finalement coûté sa liberté tout en rappelant à Miranda que son schéma d'identité volée n'avait fait qu'accélérer sa faillite d'entreprise inévitable. J'ai tourné le dos à la scène chaotique sans offrir d'autres explications ni accepter aucune de leurs excuses désespérées.
J'ai marché résolument le long du long couloir administratif tandis que les cliquetis métalliques lourds des menottes se verrouillant résonnaient bruyamment derrière mes pas pour signaler la terminaison absolue de ma dynamique familiale toxique. Plusieurs mois se sont écoulés avant que le système judiciaire ne conclue définitivement l'affaire. Criminel vaste en condamnant Walter Janice et Miranda à de longues peines dans des établissements correctionnels fédéraux à la suite de leur plaidoyer de culpabilité rapide destiné à éviter des procès publics. L'administrateur principal désigné de la fiducie a officiellement sécurisé l'héritage massif que Silas avait soigneusement constitué tout en mettant en place de rigoureux nouveaux protocoles de sécurité destinés à éliminer complètement toute voie potentielle d'interférence non autorisée. Futur. J'ai passé ces mois de transition calme à organiser méticuleusement la vente finale de ma vaste résidence de Nashville ainsi que d'autres actifs physiques afin de liquider formellement chaque lien restant manquant aux souvenirs corrompus de mon passé trahi. Je me suis assise dans un bureau de titre stérile pour signer les documents finaux de transfert immobilier un jeudi matin tôt avant d'emballer mes bagages dans le coffre de mon véhicule pour commencer mon déménagement géographique. J'ai engagé ma voiture sur l'autoroute et en direction d'une communauté côtière tranquille près de l'océan Atlantique pour reconstruire mon existence entièrement selon mes propres termes sans jamais jeter un regard dans le rétroviseur. La trahison dévastatrice exécutée par ma propre chair a fondamentalement remodelé ma compréhension de l'avidité humaine. Parce que la proximité par la naissance ne garantit jamais une loyauté véritable lorsque la richesse financière massive devient la motivation principale de l'interaction. La véritable survie exige le courage absolu de reconnaître quand les personnes prétendant vous protéger construisent en réalité une cage juridique sophistiquée conçue exclusivement pour consommer vos ressources et éliminer votre autonomie personnelle. Parfois, l'acte de préservation de soi le plus vital exige de trancher définitivement les tumeurs toxiques déguisées en membres de la famille avant que leur corruption envahissante ne puisse détruire l'avenir paisible que vous avez légitimement gagné par la résilience.